Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture où nous allons parler de cinéma cette semaine en revenant sur le Festival de Cannes qui vient de fermer ses portes samedi dernier. Je demanderai tout d'abord à mes 4 invités si le palmarès les a plutôt enthousiasmés et déçus, à commencer par la Palme d'Or décernée à Jafar Panahi. Et puis on fera un peu le bilan du cinéma français qui était représenté en force dans les différentes sections de ce festival qui était joliment baptisé la cathédrale du cinéma par un des réalisateurs primés. Et puis en fin d'émission, je demanderai à chacun ses coups de cœur pour les films qui peut-être ont été oubliés dans le palmarès et puis leur coup de griffe pour vous éviter de perdre du temps et de l'argent lorsque ces films cannois sortiront en salle. Le club Le Figaro Culture spécial Festival de Cannes, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Olivier Delcroix, vous êtes rédacteur en chef aux pages culture du Figaro, vous occupez notamment de cinéma tout comme vous. Clara Géliot, vous êtes rédactrice en chef adjointe au Figaro Magazine. Éric Nehoff, vous êtes le monsieur cinéma de tout le groupe Figaro, mais vous êtes aussi écrivain. Votre dernier livre, qui est un récit plutôt qu'un roman, s'appelle Pain Total, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Marilyn Le Tertre, vous êtes journaliste cinéma au Madame Figaro. Alors, ce 78e Festival de Cannes, c'est donc terminé samedi dernier. On va déployer un petit peu le palmarès de festival. Je vous demandais à chacun ce que vous avez pensé de ce palmarès, sachant que vous avez tous vu entre 20 et 40 films, donc c'est phénoménal. Je vous propose de commencer à tout seigneur, tout honneur par la Palme d'Or attribuée à Jafar Panahi pour Un simple accident. Éric Nehoff, vous avez été assez dithyrambique. D'ailleurs, dans votre, c'était le prix du jury dans votre faux palmarès, donc vous n'êtes pas passé très loin. Ouais, et vous avez été très enthousiaste. On était surtout soulagés que ce ne soient pas les films épouvantables qu'on redoutait qui raflent la Palme d'Or, là, parce que Panahi, Par-dessus le marché, c'est un de ses bons films, parce qu'il a eu une période un petit peu creuse avant, et là, il revient en force avec cette histoire de kidnapping d'un ancien tortionnaire. Ouais. Et c'est un film sur le doute, sur la violence, sur ce qu'on fait de la vengeance. Et ça aurait dû avoir le prix du scénario, parce que c'est un grand film de ce côté-là. Et puis évidemment, c'est une palme politique, parce qu'il fallait rendre hommage à l'Iran. Mais en dehors de ça, le film est très intéressant. Je vous propose de regarder un petit extrait, justement, parce qu'il y a quelque chose de très bien dans le film, c'est qu'il est assez drôle, ce qui est rare dans les palmarès du Festival de Cannes. Un simple accident de Jafar Panahi qui sortira en salle début septembre. Éric Nehoff, il faut peut-être recontextualiser. En fait, c'est un garagiste qui voit arriver un type dans son garage qui est en fait son ancien tortionnaire. Il le kidnappe et il convoque d'autres gens qu'on voit. Toutes les autres victimes pour être sûr que ce soit lui. Et puis pour savoir quel châtiment on va lui faire subir, et ça donne quelque chose de très marrant et de très fort à la fois. Qu'est-ce que vous le rapprocheriez de quel type de cinéma, peut-être comme en termes de réalisation, de mise en scène? Peut-être en le politisant un peu des premiers Polanski. Alors à propos de politique, vous l'avez dit, c'est peut-être une palme politique, parce qu'évidemment il est interdit de filmer en théorie en Iran, où il va rentrer, on ne sait pas très bien... C'est difficile de dire du mal du film si on l'aime pas aussi. Est-ce que c'est quand même aussi un rattrapage de l'année dernière pour Les Graines du Figuier Sauvage, qui avait été quand même assez pressenti, de Mohamed Je ne sais pas vraiment si on peut parler de rattrapage, mais oui, c'était dans l'air, et Rassoulov, il a eu un prix, mais qu'on a visiblement, qu'on lui a attribué un peu au dernier moment. C'est ce que nous a un peu raconté Thierry Frémaux. Le précédent jury n'était pas du tout parti là-dedans, et puis tout d'un coup, un coup d'œil... pour Les Graines du Figuier Sauvage, pour Les Graines du Figuier Sauvage, et puis tout d'un coup, la récompense tombe, c'est un prix spécial, un truc un peu... Voilà, de rattrapage, effectivement. Oui, mais les gens s'emmerderont beaucoup moins avec le Panahi qu'avec le Figuier Sauvage. Plus fort, peut-être, ouais. Alors vous, Olivier Delcroix, votre préféré, c'était plutôt... moi, c'est le Joachim Trier. Ah oui, moi j'ai été complètement valeur sentimentale. Valeur sentimentale, sentimental value, c'est un film qui est profondément bouleversant, parce que voilà, il examine, en tout cas, Joachim Trier examine de très près une famille à Oslo, un père qui revient à la mort de son ex-femme, qui est confronté à ses 2 filles, dont l'une est comédienne, lui est cinéaste. C'est un personnage
assez navrant, égoïste. Cinéaste, quoi. Oui, voilà, on va dire ça. Un homme. Et... mieux qu'un réalisateur. C'est que ça génère, voilà, c'est Stellan Skarsgård qui interprète ce personnage, mais qui est formidable, hein, vraiment. Et donc il revient avec un scénario, et il voudrait que ce scénario soit joué par sa fille, et sa fille qui est plutôt dans un mode théâtral très sérieux. Elle veut absolument pas être confrontée à son passé, être confrontée à lui, etc. Et progressivement, on voit la dynamique de cette famille qui se met en place, les sœurs qui se parlent, l'aînée, la cadette, et ce personnage de vieux cinéaste. Et c'est vraiment bouleversant. À un moment donné, effectivement, il y a une bascule, et là on est tellement pris que les larmes tombent, quoi. Enfin, moi, j'étais très bouleversé par le film, et d'ailleurs, à un moment donné, quand je me mettais à en reparler, j'avais les larmes qui montaient aux yeux. Donc vous êtes un garçon sensible. Voilà. Non, mais voilà. Donc, non, mais c'est un très beau film, très universel, très bien filmé, mise en scène au cordeau. Voilà, moi, j'attends qu'il sorte en salle pour aller le revoir. Donc, Grand Prix du palmarès, Marie-Lune, vous avez été enthousiasmée aussi? J'aime beaucoup le film. Moi, j'aurais plutôt donné le prix d'interprétation masculin, en fait, à Stellan Skarsgård, que je trouve formidable dans le film. Le film m'a émue, visiblement pas tout à fait autant qu'Olivier, qui a un cœur plus sensible que le mien, j'ai l'impression. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau film, notamment sur les rapports, effectivement, entre les sœurs, sur comment la fiction et la réalité s'entrecroisent, sur l'ego de l'artiste. Enfin, il y a plein de thématiques hyper intéressantes qui sont soulevées, mais moi, mon coup de cœur, c'était plutôt le film d'Asia Herzi. D'Asia Herzi. Alors, parlons-en du film d'Asia Herzi, La Petite Dernière, qui a quand même été récompensé avec le prix d'interprétation féminine. Absolument. Ce qui était totalement, à mon avis, légitime et pas volé. Je sais que certains ici ne seront pas tout à fait d'accord avec moi. Mais je trouve que Nadia Meliti, donc, qui est une jeune comédienne qu'on n'avait jamais vue, qui a été castée, enfin, c'est un casting sauvage, elle n'avait jamais tourné, et bouleversante dans le rôle. Donc c'est pour situer un petit peu, c'est l'histoire d'une jeune fille musulmane, pratiquante, qui est aussi lesbienne, et l'histoire du film, c'est comment arriver à faire coïncider justement cette identité avec sa croyance et sa religion. C'est adapté d'un roman d'un récit de Nadia Dam, mais absolument. Et le film, pour moi, est bouleversant, je le trouve très courageux, plus transgressif que certains autres films de la compétition qui se voulaient transgressifs et qui, pour moi, ne l'étaient pas du tout. Là, je trouve que, voilà, faire, par exemple, un plan intime d'une séquence entre deux femmes suivies immédiatement derrière par un plan d'une mosquée, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout quand dans sa communauté, c'est quelque chose qui est totalement réprouvé, et je trouve ça à la fois courageux de la part de la comédienne et de la part de la réalisatrice. Pour moi, c'est un grand film qui m'a bouleversée. Mais vous ne trouvez pas qu'on reste un peu sur sa fin, justement, parce que c'est une idée de scénario formidable, de confronter cette femme avec sa vie sentimentale, et son cœur, et les impératifs de sa foi, et je trouve qu'elle ne règle pas cette histoire. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que déjà, je pense que ce n'est pas une question qui peut se régler en quelques semaines, et c'est aussi ce que le film montre, que c'est une question... Suite, vous voulez dire J'espère. La petite dernière fait du ski. Non, mais j'espère. Non, mais ce que je pense, c'est que, en fait, c'est peut-être un problème qui va la poursuivre dans sa vie, et ce qu'on comprend, ça va être très compliqué de le faire accepter à sa famille. C'est pas un truc qui peut se régler d'un coup de cuillère à peau et d'un coup de baguette magique. Et c'est ça qu'elle raconte. Et ce qui pour moi est réglé, c'est qu'elle fait tout ça dans les silences, dans la subtilité, dans les non-dits. Mais ça marche très bien. Je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais la scène avec la mère est sublime et on a tout compris. Il n'est pas obligé de raconter, d'expliquer les choses pour qu'on les comprenne. Donc moi, au contraire, je trouve ça extrêmement subtil et très bien raconté. Éric, Clara ? Il faut aimer les bluettes à l'eau de rose, parce que si vous remplacez l'héroïne par une hétéro, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais il n'y a pas de sujet. Mais là, il n'y en a pas tellement non plus, puisqu'il n'est pas traité. La fille est en terminale, par exemple, dans ce milieu un peu rigoriste, et elle découche. On ne sait pas comment les parents prennent ça. C'est peut-être une ellipse, mais il y aurait forcément un problème. Moi, j'avais envie d'apprendre quelque chose, de voir comment ça se passait, ces histoires-là. Et ça n'est pas traité du tout. On ne sait rien des sœurs, on ne sait rien... Si, alors on sait qu'elles aiment manger, elles aiment faire la cuisine. Mais c'est vrai que ça il y a des choses qui sont un peu effleurées, je trouve. Les thèmes ne sont jamais confrontés. Et cette scène dont vous parlez, qui est la scène de la fin, on voudrait la voir arriver dès le début, pour qu'il y ait une confrontation
situation et que enfin ce film nous amène quelque part. Là, vous parlez des plans qui sont mis les uns après les autres. Effectivement, ce n'est pas anodin, mais c'est pas hyper subtil non plus. Et donc voilà, on est spectateur d'une démonstration qui n'en est pas une. Mais moi, je ne crois pas que le film soit sur la confrontation que sur ça. C'est aussi sur l'acceptation de sa propre identité. Et donc, c'est aussi pour ça que ça arrive tard. Il faut d'abord qu'elle s'accepte pour arriver à faire parvenir son discours à sa famille. Donc en fait, pour moi, le film est totalement réussi puisque le sujet est là. En tout cas, Nadia Meliti, on est d'accord que ce prix d'interprétation féminine était tout à fait légitime. Oh, elle n'est pas gênante. Non, elle est très bien. Et surtout, vous auriez préféré Jennifer Lawrence, par exemple? Ah non, pitié. Dans By My Love, par exemple, encore une fois. Ah bah tiens, voilà. Mais on ne pouvait pas tout donner aux Joachim Trier. Ce qui est intéressant dans le Afzia Herzi, c'est que Afzia Herzi a eu beaucoup de mal à trouver une actrice musulmane qui accepte de jouer le rôle d'une lesbienne. Et donc, elle a vraiment galéré. Et donc, c'est sympa de se dire qu'au final, l'actrice qui a accepté de porter ce rôle a été magnifiquement récompensée. Et alors, puisqu'on parle de prix d'interprétation féminine, on va passer aux hommes. Olivier Delcroix avec Wagner Moura, dans un film qui est primé 2 fois, ce qui est une curiosité. Il n'y en a pas tant que ça de prix. Pourquoi primer 2 fois autant de il y en a trop des prix, vous plaisantez. Oui, c'est ça. C'est difficile de repartir bredouille. 2 prix pour le même film, effectivement. L'Agent secret, mais qui est un très bon film. L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho. Effectivement, on sentait bien que de la part du jury, il y avait une volonté aussi de mettre le doigt sur un bon film. Alors peut-être qu'il n'a pas les grands prix, mais en tout cas, il est signalé 2 fois à l'attention des futurs spectateurs. Et moi, j'ai plongé dans ce film. J'ai beaucoup aimé l'itinéraire de ce personnage de professeur au passé trouble et qui revient à Recife dans les années 77 au moment de la dictature brésilienne et qui essaye de se faire tranquillement accepter sous les radars, récupérer son jeune fils. Et c'est une période qui revit. Alors effectivement, le film s'appelle L'Agent secret parce que à un moment donné, en 77, la télé brésilienne diffuse Le Magnifique, El Magnifico, avec Jean-Paul Belmondo, film de Broca. Et en fait, on comprend que le fils regarde son père comme Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Et Wagner Moura accepte, dans le fond, d'être divinisé, entre guillemets, à la façon du Magnifique de Broca. Mais le film, quand même, il est puissant, il est fort, il a plusieurs entrées. Moi, j'ai vraiment apprécié le jeu de cet acteur, d'ailleurs, qui était le Pablo Escobar de la série Narcos, qui est très bon, qui est très en demi-teinte, avec cette mélancolie, puis cette idée de le planquer dans un ministère de la police, en plein milieu. Alors il est lui-même poursuivi par deux tueurs à gages. Enfin non, mais voilà, il y a tout. Parce qu'en fait, c'est moins un film sur la dictature, même si le décor est celui-là. On sent que c'est un régime un peu policier, que sur la corruption, en fait. Oui, tout à fait. La corruption est partout. On voit bien que tout le monde fait des petits arrangements tout le temps. C'est tout le temps. Et en même temps, il y a ce personnage comme ça qui va vivre une espèce d'histoire d'amour aussi en passant. Tout est en passant, tout est suggéré, mais voilà la puissance du jeu de Wagner Moura et puis le lien entre le fils et le père. Moi, ça m'a beaucoup plu. Donc prix d'interprétation masculine et prix de la mise en scène aussi, ça vous paraît justifié ou... Mise en scène, non, mais il fallait couronner. Mais c'est un film pas désagréable du tout. Parce qu'il y a un peu long, 2h30. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais tous les films duraient 2h30 pratiquement cette année. En tout cas, il y a de l'humour. La petite dernière, ça durait pas 2h30. Ah, ça m'a semblé. Non, puis c'est un film sur le cinéma aussi, parce que Les Dents de la Mer jouent un grand rôle. Et il y a un projectionniste. Et on voit l'importance que ça avait dans les dents d'un requin. C'est un peu comme dans Roma de Cuarón, où ils allaient voir La Grande Vadrouille dans une salle gigantesque comme il n'en existe plus aujourd'hui. C'est assez touchant de voir ça, mais 2h30, c'est quand même un petit peu filandreux. Prix de la mise en scène, prix du scénario, pardon, Les Frères Dardenne. Là, c'est un tourne prix, parce que c'est un film où il n'y a pas de scénario. Ça part dans tous les sens, ça s'arrête, ça aurait pu continuer pendant 2 jours. Et d'ailleurs, ils étaient un petit peu embarrassés parce que non seulement ils ont eu 2 palmes d'or, mais la prix du scénario, ils ont parlé des actrices parce que ils se demandaient ce qui leur tombait sur la tête. Et je pense qu'ils auraient espéré une 3e palme d'or, ce qui en aurait fait
les plus grands metteurs en scène de toute l'histoire du cinéma. Mais peut-être un petit clin d'œil à Émilie Dequesne qu'ils ont un peu lancé. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils savent bien filmer la jeunesse, quoi. Les actrices ne sont pas toutes très bonnes en plus. Alors, elles ne sont pas toutes très bonnes, je suis d'accord avec vous. Il y a des différences entre elles, mais c'est vrai que ça rappelait quand même les débuts d'Émilie Dequesne dans Rosetta, parce que ces jeunes actrices, il y en a quand même qu'on aura envie de revoir. Et s'il n'y a pas vraiment de scénario, c'est aussi parce que c'est un côté très documentaire, en fait. Ce Jeune mère, ça se passe dans une unité maternelle, donc pour des filles qui ont 14-15 ans, et soit qui sont enceintes ou qui ont de tout petits bébés. C'est quand même émouvant, moi je trouve. Il y a une émotion qui se dégage de ces filles qui n'ont pas toujours très envie d'être mères. Moi j'aurais préféré à la limite L'intérêt d'Adam, qu'on a vu aussi à Cannes, et qui est un film qui pour le coup, avec Léa Drucker et Bartholomei, qui n'est pas Anna Maria Bartholomei, qui n'était pas en compétition. Non, c'était pas en compétition. Là on parlait de la compétition, Olivier. Officielle. Mais enfin voilà, non mais on parlait de ne brûlez pas les états. Et qui était produit par les Dardennes d'ailleurs. L'intérêt d'Adam. Ah ben voilà, ça c'est beaucoup mieux. Vous les Dardennes, Marilyn Moi j'aime beaucoup, je suis comme Clara, je trouve que c'est un film très émouvant, c'est un film des Dardennes, donc très documenté, très documentaire. Bien sûr, Eric dit que c'est pas écrit, moi je suis pas d'accord parce que... Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario. Il n'y a pas d'histoire. Bah si, il y a une histoire. Écrit, on suit quand même l'histoire. Les dialogues sont assez justes, mais ils ne sont pas très intéressants. On suit quand même l'histoire de ces 4 filles. Elles sont 5 en plus. Elles sont 5, mais il y en a une qui n'a qu'une scène. Donc on est vraiment centré sur 4 jeunes filles. Et moi, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on raconte ce que la maternité comporte à la fois d'injonction, d'espoir, d'illusion pour ces jeunes filles qui pensent qu'elles vont sortir à la fois de leur misère affective ou même parfois économique via la maternité. Et il y a quelque chose qui se raconte ici aussi sur une jeunesse un peu paumée. Et la barque est toujours un peu chargée, comme d'habitude chez les Dardennes, parce qu'on ne manquerait plus qu'elle. Non, et alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Eric. Elle devrait être unijambiste en plus. Non, alors c'est totalement faux. La barque est beaucoup moins chargée que d'habitude chez les Dardennes. Ça se termine sur une note d'espoir. Il y a même de la musique. Qui est un peu ridicule d'ailleurs. Non, alors c'est pas vrai. Mais il y a même de la musique à la fin du film, ce qui est très rare pour les Dardennes qui n'utilisent jamais de musique. Ça se termine sur une chanson, sur une note très optimiste, ce qui pour eux est rarissime. Donc au contraire, elle est beaucoup moins chargée que d'habitude, la barque. C'est l'âge. Peut-être. Ils s'attendrissent. Allez, on termine ce petit tour d'horizon avec le prix du jury. Donc il y a eu double prix du jury. Vous qui vous plaignez de l'inflation des prix. Non seulement il y a des doubles prix, mais ils ont créé des prix spéciaux. On va en parler parce que celui-là, il est spécial. Il porte bien son nom. Donc là, c'est Olivier Lacks Sirat. Et puis l'allemande Mascha Schilinski, Sound of Falling. Donc les deux méritaient aucun des deux prix. C'est deux purges. Non. Surtout l'axe là, qui est vraiment. Donc, vous avez l'impression d'être pris en otage pendant 2 heures à Notre-Dame-des-Landes avec des zadistes et une musique à fond. Mais vous n'êtes pas la musique techno, c'est ça votre problème. Eric, le Burning Man plutôt. Non, parce qu'il n'y a pas du tout d'art, ni rien dans le truc. C'est vraiment le truc des camions qui foncent dans le désert vers le vide, comme le film. C'est Mad Max à l'espagnol. Mais non, Mad Max, il y a un scénario, il y a un sujet. Les 20 premières minutes sont pas mal. Et d'ailleurs, voir Sergi Lopez dans une rave party, c'est assez rigolo. Mais le film est d'une prétention, c'est vraiment une installation, comme on dit en art. Et le gars se prend au sérieux et se croit tout permis. Et c'est vraiment. Il voudrait faire Sorcerer de Friedkin. C'est la roulette du dentiste. Faux. En tout cas, Cannes permet ces expériences assez étonnantes qu'ils ont de se retrouver en rave party à 8h du matin. Je peux vous dire avec des teufeurs bien excités. C'est une expérience. Et qui ont des moignons, des piercings, des tatouages partout, qui se baladent comme ça. C'est extraordinaire. Vous le sauvez, Marilyn, qui roulent. Ah non, pour moi, c'est une punition. Comme dans le film. On a fini par vous mettre d'accord avec Eric Neuf. Ah oui, non, là on est d'accord avec Eric. Ça y est. Et puis on s'est gardé le prix spécial de Mademoiselle Binoche pour ce film chinois qui s'appelle Bigan, Résurrection, que je n'ai pas vu mais qui a l'air assez gratiné. Au point que Marine n'a tenu que 1 heure alors que Marine... Ah non, elle n'a pas tenu, elle avait un rendez-vous, c'est pas pareil. Vous seriez resté ? Je ne suis pas sûre. Non, parce que c'est un film chef-d'œuvre, comme on dit maintenant. On n'y comprend absolument rien, mais ça, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, je me disais, la bande sonore est quand même bizarre parce que on entendait des chocs
tout le temps. Et j'ai compris que c'était les fauteuils qui craquaient. Et alors, mais évidemment, toute la critique s'est pâmée. Et ça dure 3h30 en gros. Et on n'y comprend que dalle, comme d'habitude. C'est vraiment trop de génie pour moi. Qu'est-ce qui manque, selon vous, dans ce palmarès des films qui étaient en compétition Dossier 137 de Dominique Moll, qui est un bon film, porté par une Léa Drucker magnifique, comme d'habitude, et qui raconte l'enquête qu'a menée la DGSE. Hein, non, pas la DGSE, pardon, la police des polices, l'IGPN, pardon, sur cette affaire de tir de LBD au moment des manifestations des Gilets jaunes. Et donc voilà. C'est pas une charge contre la police française coupable de... Non, parce qu'elle fait bien son boulot. Sinon, ce ne serait pas à Cannes. Non, franchement, la police prend son grade quand même. C'est un éloge de la police parce que tous les flics parlent comme des profs de français des années 60. Un français impeccable. Il y a un CRS qui dit « Oh, il allait recevoir une grenade en pleine face. » Et il y a une manifestante qui dit « On était coincé dans un pressing, c'était chaotique. » Alors, moi, je suis désolé. Dominique Moll, il faut qu'il sorte un peu. Bon, d'autres films qui manquent au palmarès, selon vous? Moi, j'étais d'accord. History of Sound. Le plus beau film qu'on a vu à la quinzaine. À qui vous auriez donné la Palme d'Or? Ah oui, Palme d'Or, Grand Prix, prix d'interprétation. Dites-nous, racontez-nous un peu. En 1910 aux États-Unis, l'histoire d'amour entre deux musiciens qui sont séparés par la guerre de 14, et c'est vraiment un film d'une beauté incroyable. Moi, c'est un grand choc comme ce Brutaliste cette année, et surtout, c'est tellement bien filmé que ça fait tout le temps penser aux toiles du peintre Andrew Wyers, là, dans la campagne, avec ses maisons en bardeaux de bois, ses voilages. Et il y a une scène où une femme raconte la mort de son mari. Elle fume et elle tient sa cigarette comme ça à la verticale. Et on voit le tabac se consumer et la cendre ne tombe jamais avant qu'elle ait fini de raconter cette histoire. Et rien que ça, ça prouve que le gars est un vrai cinéaste. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Hermanus. Oui, Hermanus. Voilà. Et puis Nouvelle Vague quand même. Nouvelle Vague, qui était le film le plus pétillant, joyeux. De Richard Linklater, qui est donc sur le tournage d'À bout de souffle. Il fallait un Américain pour rendre hommage au tournage d'À bout de souffle, avec cette idée très très maligne de n'avoir pris que des inconnus pour jouer Godard, Truffaut, Belmondo, Gene Seberg, et c'est vraiment épatant, et ça donne vraiment l'idée de ce qu'est la joie de tourner, de ce qu'était la Nouvelle Vague, toute cette bande de copains qui adoptait le système D, qui était bourré d'idées le matin, qui était capable d'écrire des dialogues comme ça sur un coin de table et de tourner ensuite. Et quand on pense que tous ces gars-là, au départ, étaient critiques de cinéma, ça prouve que tout est permis. C'est Truffaut, c'est Chabrol, c'est Rivet, c'est René. C'est vraiment un film merveilleux, là, où on sent que le réalisateur a fait exactement ce qu'il voulait faire et qu'il l'a réussi, et qui s'efface devant son sujet, c'est enthousiasmant. C'est un Américain, c'est mais pas un pourquoi Français. Il fallait que ce soit un non-français qui le fasse? Il y a plein de Français qui auraient pu faire ça. C'est produit par les Français. La preuve que non. Non, c'est... réalité par Laetitia Masson. Alors les acteurs sont en partie français en revanche. Oui, oui, bien sûr. Non, ça, il faut y aller, mais je ne sais pas quand ça sort. C'est pas trop Wikipédia? Le début octobre. Pas du tout. Non, ça aurait été un français, ça aurait été un truc à la télévision. Non, on touche pas terre, c'est vraiment très très amusant. Voilà, on est dans les coulisses du tournage d'À bout de souffle. Il y a toutes les répliques qui en même temps, elles y sont pas vraiment, et c'est la façon dont Godard dit bon voilà, j'ai plus d'idées, rentrez. Il est 14h, il est 14h, c'est terminé, rentrez chez vous, j'ai plus d'idées. Et il va jouer au flipper. Voilà, et il va jouer au flipper, et finalement c'est ce qu'il y a de mieux, jouer au flipper. Et ce qui rend fou le producteur Georges de Beauregard, qui s'arrache les cheveux. Et c'est vrai, on voit aussi comment se fait un film, les petites trouvailles techniques avec Raoul Coutard, qui est le directeur de la photo. À cette époque-là, pour eux, un premier film, c'était une question de vie ou de mort. Oui, c'est ça. Tout leur avenir était en jeu, et c'est ça qui est très très touchant en plus. Et puis, il y a Truffaut aussi. À bout de souffle, c'est quand même un film qui n'a jamais vieilli et qui ne vieillira jamais. Et pourtant, Dieu sait si Godard ensuite a fait n'importe quoi. Mais là, ça vaut vraiment la peine. Ça sera en salle, je crois, tout début octobre. Nouvelle Vague sur le tournage de À bout de souffle. Voilà pour ce palmarès qui est plutôt correct, j'ai l'impression.
Comme il y avait des films assez moyens dans les 22, en fait, il y a des films qui étaient boursouflés d'ambition, etc., comme d'habitude, mais c'est un petit Cannes, et donc forcément, comme les films étaient assez moyens, voire horripilants, quand tout d'un coup il y a 2 bons films, on les repère très vite. Ouais. Donc c'est pour ça que le palmarès est assez facile à faire. Et pas d'Américains au palmarès, hein. Est-ce que c'est pas politique, ça aussi? Il nous avait gâtés avec Eddington. Eddington et Die My Love. Ouais, ils sont corsés, les deux. Là, ils étaient. Ce qui est bien, c'est que Panahi, avec cette Palme d'Or, a remporté le triplé, puisqu'il avait eu l'Ours d'Or, le Lion d'Or, avec ses précédents. l'Ours d'Or à Berlin. Et maintenant, la Palme d'Or, ils sont rares à. Il a vu la Caméra d'Or aussi à Cannes, il a vu la Caméra d'Or il y a 30 ans. C'est un homme couvert d'or. Impressionnant. C'est le Midas du 7e art. Il faudrait que Macron devienne un vrai dictateur pour qu'il y ait des bons films français, c'est ça? Alors, des bons films français, parlons-en. Il y avait quand même beaucoup de films français. C'est un oxymore. Hein. Mais non, vous allez voir que non. Hors compétition ou dans les sections parallèles, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a un peu enthousiasmé? Des films dont certains d'ailleurs sont déjà en salle, et puis d'autres qui sortiront. On commence par vous, Marilyn. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Ma Frère, le film de Romane Guéret et Lisa Coca, qui avait fait Les Pires il y a 2-3 ans, qui était un film sur un tournage de film en Belgique, si ma mémoire est bonne. Et là, elle raconte une colonie de vacances, en fait. C'est 2 jeunes filles qui viennent de cité, qui sont amies depuis toujours, qui ont 19 ans. Il y en a une, elle va faire elle est animatrice dans cette colonie. Pour elle, c'est une question de survie. Elle a besoin de ce boulot. Elle est très précaire. Sa mère est démissionnaire. S'est barrée en la laissant avec son petit frère d'1 an. Et sa copine, elle veut juste se greffer à la colonie parce qu'en fait, elle a envie que son copain l'y retrouve pour passer du bon temps avec son copain. Donc évidemment, en fait, leur histoire d'amitié va être un peu éprouvée par cet écart entre elles. Et donc, c'est à la fois l'histoire d'amitié de ces 2 jeunes filles, un moment charnière de leur vie à toutes les 2, mais aussi l'histoire de cette bande de gamins dans la colonie. C'est un film mais jubilatoire. C'est hyper feel good, comme on dit aujourd'hui. C'est très très drôle, mais vraiment, et très drôle parce que notamment tous les gamins qu'ils ont castés, qui doivent être peut-être au moins 15, il n'y en a pas un qui est mauvais. C'est-à-dire que souvent, des films avec des enfants, il y en a au moins 1 ou 2 à qui on... Enfin, voilà, qu'on mettrait bien à l'écart, qui sont un peu compliqués à suivre et à regarder. Et là, ils sont 15, et ils sont 15 excellents, craquants, mais vraiment, ils sont super drôles. Les 2 jeunes filles sont vraiment géniales, et le film est bouleversant. Moi, je suis passée vraiment du rire aux larmes, mais plein de fois dans le film. C'est un petit bijou, une petite merveille. Ça sort en janvier, donc on a un petit peu le temps. Mais vraiment, pour moi, c'est la pépite. C'est un peu le vin Dieu de l'année. L'année dernière, on avait découvert le film de Louise Courvoisier à Cannes. C'est un des films préférés d'Éric. Alors, c'est sincère, c'est vraiment un film génial qui fait du bien, qu'on n'attendait pas, de 2 jeunes réalisatrices. Et à mon avis, ça peut avoir le succès qu'a eu Vin Dieu. Et c'était présenté dans Cannes Première. C'était à Cannes Première, absolument. Même Les Pires étaient une excellente. Les Pires étaient déjà à Cannes à l'époque aussi. C'est vrai. Clara, un film français ou plusieurs que vous avez Alors, un film français, Le Clapiche. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Clapiche, qui est en salle. L'Avenue de l'Avenir, qui montre une fois encore à quel point Cédric Clapiche filme bien la jeunesse. Moi, je suis assez... Mieux que les Dardennes ou moins bien que les Dardennes? Écoutez, je trouve qu'il a une fraîcheur. Il sait filmer la jeunesse extrêmement bien, sans jugement, et en même temps, il a des petits pics qui montrent quand même que la nouvelle génération parfois a des tics, à ses défauts. Mais voilà, c'est un film qui oppose 2 époques. Donc il filme là aussi la jeunesse de 1895, voilà, pas seulement de 2026. Les contemporains ne sont pas si jeunes que ça, ils ont 50 ans. Hein, oui, c'est vrai que... Mais pour moi, c'est jeune, effectivement. Mais en tout cas, et donc avec toute une ribambelle de jeunes acteurs qu'on aime beaucoup. Suzanne Lindon, moi je l'ai découverte dans ce film parce que je dois dire que je ne l'avais pas encore beaucoup vue au cinéma et je la trouve bouleversante. Elle jouait dans son premier film qu'elle a réalisé. C'était pas très réussi dans mon souvenir. Je trouvais que ça faisait un peu film d'école. Là, elle est vraiment bouleversante. Et puis, il a ses acteurs fétiches comme Zindy Swalem.
comment elle s'appelle, Cécile de France, qui fait un numéro drôlissime, et elle tient parfaitement Vincent son personnage. Macaigne, Julia Piaton, très beau casting, beaucoup de fils d'eux aussi dedans, de filles d'eux. Et donc à la fois c'est du clapiche et à la fois c'est encore différent de ce qu'on a pu voir de lui. C'est vrai que c'est l'idée d'opposer deux séquences, deux temporalités, et moi je la trouve remarquable. C'est un peu comme dans Peut-être, mais à l'envers. C'est qu'en fait, là, dans Peut-être, on partait dans le futur pour retrouver Belmondo dans un Paris futuriste sable, et cette fois-ci, là, on est dans un Paris d'aujourd'hui, on part découvrir le Paris d'hier et la naissance de l'impressionnisme, voilà, à la fenêtre, et on voit le peintre et tout. Et moi, j'étais complètement sous le charme de ce film. Oui, il y a plein de petits défauts, mais c'est un film plein de charme, vraiment. Vous avez écumé les sections parallèles, oui, c'est vrai. Vous avez trouvé 2-3 pépites. L'inconnu de la Grande Arche, c'est Stéphane de Moustier. Oui, j'ai trouvé ça très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien, très drôle. Michel Faux en Mitterrand, Claes Bang qui joue un espèce d'architecte totalement excentrique à qui gagne par le plus grand des hasards un concours pour construire la Grande Arche. Il appelle ça le cube. Et pendant tout le film, il appelle ça le cube, qui à un moment donné, Swan Arlo, qui est l'architecte français. Une histoire de cube, donc votre film. Une histoire de cube, c'est ça. Il dit, mais pourquoi vous n'arrêtez pas de parler de Grande Arche? Moi, j'appelle ça le cube. Et finalement, il va s'y faire. Mais j'ai trouvé que le film était remarquable, vraiment très drôle et en même temps assez excentrique, assez remarquable. Michel Faux en Mitterrand est absolument remarquable. Non, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et Xavier Dolan. Ah oui, le conseiller à l'Élysée, qui essaye de rabouter toutes les polémiques, toutes les politiques. Effectivement, c'est une histoire de sous et en même temps c'est une histoire de... Voilà, c'est un type un architecte qui a une idée et qui ne va pas absolument en dévier. Et c'est comme dans The Brutalist, hein, c'est une espèce C'est une histoire vraie en plus. Le type a disparu comme par enchantement une fois que le monument a été mis en place, même d'ailleurs un peu avant. Enfin, c'est pas disparu. Oui. je ne veux pas révéler la fin. Comme Bérégovoy. Connemara, Alex Lutz, Marilyn. J'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Après Nicolas Mathieu. Mais décidément, ça fait beaucoup. J'avais beaucoup aimé le livre de Nicolas Mathieu. Il a fait des vrais choix, puisque le livre est très dense et on peut évidemment pas tout raconter. Là, il s'est vraiment centré sur l'histoire d'amour pour mettre un tout petit peu plus de côté la lutte des classes, même si c'est malgré tout en filigrane, et aussi le rapport de son héroïne au travail, voilà, qui est vraiment un point de départ et puis qui est un petit peu moins traité dans le film. Mais je trouve que l'histoire d'amour, c'est un mélo, pour moi, au sens noble du terme. C'est aussi un film sur la crise de la quarantaine, sur le retour aux racines. Je trouve que Mélanie Thierry, dans le film, est magnifique et magnifiquement filmé également. Je trouve que les scènes d'intimité entre les deux sont très sensuelles, jamais vulgaires, c'est suggéré, jamais montré. Bastien Bouillon a un charme fou dans le film, charme fou qu'on lui trouvait déjà dans Partir un jour, cela dit. Quasiment le même rôle. C'est l'anti-Partir un jour. Alors, Partir un jour, c'est le film qui avait fait l'ouverture. Je n'ai pas comparé les deux films, j'ai dit que Bastien Bouillon est le même sujet. Aussi charmant dans les deux films. Et le même acteur. Mais c'est le même sujet. C'est le retour complètement réussi. Voilà, c'est le retour aux racines, le retour aux sources. Est-ce qu'on a fait les bons choix dans sa vie? Enfin, moi, j'ai trouvé le film très beau et je trouve qu'il a un vrai talent de metteur en scène, Alex Lutz, qu'on lui découvre davantage dans ce film que dans les précédents. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, très bonne surprise et ça confirme, je ne sais pas ce qui se passe là, c'est que Mélanie Thierry est en train de devenir une très grande actrice après La Chambre de Mariana est là. Comme quoi, il faut savoir attendre et tout d'un coup, un miracle se produit. Et le film est vraiment très intelligent, très romanesque. Et on voit des gens au travail, on voit ce que c'est, on voit ce que sont les souvenirs, ce que sont les amis d'enfance, les amours d'antan, l'opposition Paris-Province, les ambitions déçues. Non, c'est un très beau film. Moi, comme je n'avais pas lu le livre, je ne comprenais pas pourquoi ça s'appelait Connemara. Et à la fin, on explique tout. Voilà. Il y a Michel Sardou à la fin. On va pas révéler. Il ne faut pas le dire. À propos de miracle, est-ce que miraculeusement vous avez aimé le nouveau film de Julia Ducournau, Alpha? Je serais le seul au monde. Alors, parce que... Personne n'a aimé. J'ai pas l'impression. Non, c'est un ratage total. Je crois que tout le monde est déçu, oui. Ouais. Non, on dirait du mauvais Benex sur un scénario
un bon scénario de Luc Besson. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Non, pas du tout. Le vide et la laideur. Et non, c'est effrayant, c'est prétentieux. Cette histoire d'épidémie, on ne sait pas quand ça se passe. Non, là, je crois qu'elle va faire partie des réalisateurs dont le meilleur film restera le premier, comme Asfi Herzi, par exemple, ou Bertrand Tavernier, ou Jean-Jacques Hano. Il exagère. Allez, encore un ou deux films français que vous avez. Anthony Cordier. La femme la plus riche du monde aussi. Le Thierry Cliffat aussi. Oui, Thierry Cliffat. Avec Isabelle Huppert. Avec Isabelle Huppert, donc très librement inspiré de l'affaire Bettencourt. Très librement, très librement. Je le dis tel que c'est raconté. Le trait est en trop. Le trait est peut-être en trop. L'héroïne n'est pas si riche que ça. Mais en tout cas, Isabelle Huppert est vraiment irrésistible. Mais pour moi, la palme, c'est Laurent Lafitte qui joue donc Bagné, ou presque Bagné, qui vraiment ose et il va à fond. Au début, on se dit, oulala, où est-ce qu'il va aller? Est-ce que ça va se tenir? Et enfin, c'est extrêmement jubilatoire ce qu'il fait. Et puis, je trouve qu'on passe un moment vraiment très joyeux, c'est très drôle, en même temps, c'est très cruel, hein, c'est un film assez méchant. Et pour qui connaît un petit peu cette histoire, c'est assez exquis. Et la question, en fait, c'est que est-ce que les étrangers qui ne sont pas au fait de cette histoire le regardent de la même façon que nous? Parce qu'évidemment, pendant tout le film, le majordome qui est joué par Raphaël Persson, enfin, on voit toute cette histoire, ça nous remémore toute cette histoire. Mais est-ce qu'un étranger ne voit pas juste une histoire d'une vieille dame qui a envie de se faire plaisir avec un homosexuel plus jeune qu'elle et qui est en train de vider les comptes de la famille qui sont tellement remplis que de toute façon ça n'a pas tellement d'importance? À la fois, c'est une histoire de manipulation assez classique et je pense que tout le monde peut y trouver son compte, qu'on connaisse ou pas Bettencourt. Son compte en banque même. Il y a des thèmes universels, la reconnaissance, la trahison. La jalousie, la rivalité. Et puis l'univers des ultra-riches, c'est toujours croustillant à regarder. Et puis vraiment, Isabelle Huppert s'amuse beaucoup. Il y a quand même une scène dans un club où elle s'amuse avec du poppers. Rien que pour cette scène, ça vaut le coup de voir le film, c'est ça, c'est drôle. Carré blanc. Anthony Cordier, vous parlez. Avec Laurent Lafitte, encore un des films les plus drôles qu'on a vu à Cannes et un des films français les plus marrants de l'année. Là, c'est une comédie où un couple fortuné de Parisiens dans sa résidence secondaire dans le Midi a beaucoup de problèmes avec les gardiens. Et c'est vraiment un jeu de massacre. Et c'est très très bien écrit, très méchant. Il y a Ramsey qui joue le gardien là, qui en fait des tonnes, mais il a raison. Et il y a une perversité, on dirait un petit peu Parasite, mais à la française. Et on rigole du début à la fin. Et la fin, je ne vous la raconterai pas, mais elle n'est pas piquée des hannetons. Et c'est quand même un plaisir de voir à Cannes une vraie comédie, parce que c'est tellement rare, mais ce n'était pas en compétition officielle. C'est ce que j'ai remarqué en fait à Cannes cette année, dans les sections parallèles, puisqu'il m'a été donné la possibilité de voir la masterclass d'Alain Chabat à la Quinzaine, qui a été un moment complètement jubilatoire, hors sol, formidable, où Alain Chabat a été accueilli comme une véritable rockstar. Et il nous a passé Tin Man, un excellent film des années 80, et ensuite il a montré les extraits. Il a dit, voilà, oser parler de comédie au Festival de Cannes, qui normalement la méprise plutôt, c'est assez osé, mais je suis très content d'être là. Les films de Robin Östlund, même Parasite, c'est l'exception. Il y en a de plus en plus. Parasite, c'était aussi une comédie. Oui, quand même. Ah si, oui. Oui, si. Non, mais c'est quasiment du Molière. Ça se glisse progressivement dans les compétitions. David Adel aussi, moi ça m'a fait rigoler. Jafar Panahi, c'est ultra drôle. Mais non, mais voilà. Et puis il y avait aussi l'hommage rendu à Pierre Richard, 90 ans, qui présentait son dernier film. Et ça aussi, j'étais dans la salle et c'est vrai qu'on était totalement ému par la présence du distrait, du grand blond avec une chaussure noire. Et puis tout d'un coup, il arrive avec un nouveau film qu'il a réalisé avec des amis. Et que vous avez vu? Oui, j'ai vu, oui. L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, et qui est
pas mal en fait, qui est étonnamment frais, étonnamment drôle, surprenant. C'est le vieil homme et l'enfant en fait. Et c'est voilà, il y avait quelque chose d'assez touchant et unique de voir ce frêle nonagénaire, mais qui avait encore la tchatch, qui encore voilà, il dit écoutez, moi j'ai pu, faut avoir, quand on n'a pas sa tête, faut avoir des jambes. J'ai même plus les jambes maintenant. Alors je vais faire quoi? Et il fait du cinéma, il s'en sort plutôt bien. On n'a pas parlé de Raphaël Quenard aussi, qu'on voit, I Love Pérou, qui est devenu aussi un écrivain, si j'ai bien compris. Ouais, il va à une vitesse. Un acteur et maintenant un cinéaste. Donc. Oui, il a réalisé avec Hugo David un film aux allures de documentaire. En fait, ce garçon, Hugo David, avait été missionné pour faire le making-of d'un des premiers films de Raphaël Quenard. Ils sont devenus amis et donc ce garçon a suivi, si vous voulez, les débuts un peu loose de Raphaël Quenard et puis son explosion où on l'a vu tout d'un coup apparaître dans tous les films. Et suite à une rupture amoureuse, Raphaël Quenard devait partir au Pérou avec sa douce, qui est incarnée par Anaïd Rosam. Et donc elle le plante et il embarque son copain Hugo. Et c'est l'occasion de suivre les pas de ce garçon qui s'exprime comme personne et de découvrir que derrière son humour, il y a un petit cœur qui bat. Et non, ça ressemble à rien d'autre. C'est pas prétentieux du tout. C'est assez charmant. Mais c'est quoi, c'est documentaire ou docu-fiction? C'est docu-fiction, voilà. Il joue avec la réalité, mais enfin c'est quand même très inspiré d'une expérience personnelle. Et alors évidemment, il faut aimer Raphaël Quenard parce que il est de tous les plans. Mais moi qui l'aime beaucoup, j'ai vu un nouveau visage de ce garçon. Voilà. Marilyn, vous l'avez vu aussi ça? Non. Mais il projette ça en Cannes classique, comme Le Guépard, il y a certaines années. Oui, c'est étrange parfois, les sélections, mais bon. Moi, ça me rappelle, dans le genre Dérive de deux potes, ça me rappelle le film italien, deuxième film remarquable, s'appelle Le Dernier pour la route, qui raconte là aussi la dérive de deux vieux potes en Vénétie, sur les routes de Vénétie, avec une Jaguar, deux types qui ont la cinquantaine, qui n'ont rien fait de leur vie, et qui vont rencontrer, au gré des troquets et des bars qu'ils écument, un jeune architecte en rupture de banc, là aussi amoureux déçu, et ce trio va se faire finalement, voilà, il y a une amitié qui naît dans cette espèce de périple, cette itinérance alcoolisée, et c'est un road movie éthylique que j'ai trouvé remarquable. Alors, ça convoque évidemment le souvenir d'un Saint-Jean-Hiver, avec l'amitié entre le vieux Gabin et le jeune Belmondo, enfin voilà, Drunk aussi, il y a tout, c'est forcément les types en fait vont essayer de ne jamais dépasser, de toujours garder un niveau d'alcoolémie suffisant pour pouvoir ne pas toucher terre. Et voilà, c'est formidable. Ça ne risque pas de nous arriver. Mais en tout cas, voilà, le film sortait de là. En fait, vous avez l'impression d'être complètement. Il y avait un film d'Alexander Payne aussi, où un enterrement de vie de garçon dans les vignobles. Dans les vignobles californiens. Il y a cette façon de filmer comme ça, un peu caméra à l'épaule. Les dérives. Mais voilà, les dérives, c'est hyper touchant, et vous sortez de là, vous avez la banane, et c'est un très, très joli film. Allez, maintenant vraiment les coups de cœur ou les coups de griffe de ce festival, pas forcément des films d'ailleurs, mais de l'atmosphère générale, de l'ambiance, des collègues. Il a fait beau tout le temps, c'est très décevant. Ça donne pas envie d'aller au cinéma? Moi j'avais un coup de gueule sur la rencontre avec Robert De Niro, qui a été extrêmement décevante. Elle était animée par JR, et alors on sait que Robert De Niro n'est pas le meilleur client en interview, mais là vraiment ça s'est transformé en une discussion entre JR et JR, qui nous montrait des extraits du son prochain film qu'il était en train de réaliser sur le père de Robert De Niro, le père peintre de Robert De Niro. Ça n'avait aucun intérêt, et on n'a jamais parlé de cinéma. Je ne sais pas si vous y étiez. Non, mais on en a entendu parler. C'était un gros ratage. C'était un gros ratage, et c'est vrai qu'en plus, Robert De Niro se faisant quand même assez rare, on était d'autant plus agacés.
Eric. Oui, mais enfin, cela dit, quand il fait un discours en ouverture, c'est pas terrible non plus, De Niro. Peut-être que JR aurait dû venir l'interrompre. Pour vous dire, les questions des spectateurs étaient bien plus intéressantes que celles du maître de conférence, donc c'était quand même un peu dommage. Eric, est-ce qu'il y a une tendance ou des choses dans tout ce que vous avez vu dans la vingtaine de films de la compétition? Beaucoup de gens avec des membres en moins, j'ai remarqué, ouais, des manchots, des unijambistes, il y en avait au moins dans 4 films. Il y a les asthmatiques aussi. C'est pas la. Il faut donner la prothèse d'or peut-être à certains longs métrages. Mais c'est Sirat qui gagne cette année. Ah oui, la main, c'est le cas de le dire. Ouais, vous, Marie, alors d'autres coups de cœur ou des déceptions vraiment sur des... Des déceptions, je ne sais pas si j'appellerais ça des déceptions, mais tout à l'heure Olivier parlait, a évoqué le film qui s'appelle L'intérêt d'Adam, qui était à la Semaine de la Critique, donc de Laura Vandel, qui avait fait un film génial qui s'appelait Un monde, qui était sur le harcèlement scolaire vu à hauteur d'enfant. Qui est une Belge, hein, je crois. Absolument, donc produite par les Dardennes. Et là, elle fait un film dans un hôpital sur une infirmière en chef qui essaye de sauver un petit garçon et sa mère qui sont dans une impasse. C'est-à-dire que le petit garçon ne veut plus manger et il ne veut plus manger parce que sa mère ne veut pas qu'il mange la nourriture que tout le monde mange parce qu'elle est persuadée que ça va le rendre malade. Elle est totalement bienveillante. Dénutri, voilà, et lui est dénutri au point que... Elle n'est pas très bienveillante. Alors si, parce qu'elle pense bien faire, elle l'aime. Elle pense bien faire, elle le tue. Mais elle le tue. Non mais c'est vraiment... Un petit feu. Non mais c'est ça qui est génial parce que c'est le sujet du film. Il est très difficile de condamner cette mère dont l'amour... Parce qu'elle pense bien faire. Elle pense vraiment bien faire. Et je trouve que ce film, alors même si... Bravo à la Semaine de la Critique de l'avoir pris en ouverture, aurait mérité une place vraiment ailleurs, pour moi, en compétition. Exactement. Peut-être à la place, par exemple, du Lynn Ramsey, parce que quitte à sélectionner des réalisatrices, ce pourquoi je suis toujours... Quand les films sont de qualité, autant choisir les bonnes. Et donc, je me dis que L'intérêt d'Adam avait davantage sa place que Die My Love avec Jennifer Lawrence et donc Robert Pattinson qui sont dans un numéro de clown mais absolument grotesque. Navrant. Enfin, là, je pense aussi que tout le monde est à peu près d'accord. On est vraiment au fond du fond. Voilà, et je me dis, c'est fort dommage de ne pas avoir mis ce film en compétition, et peut-être même ma frère, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, moi, c'est les choix sur la réalisatrice. Je comprends pourquoi on prend Un tapis rouge avec Jennifer Lawrence, mais si c'est l'intérêt du cinéma qui doit primer, je pense que Laura Vandel aurait davantage mérité. Vous êtes d'accord sur l'intérêt d'Adam? Oui, énorme surprise. Alors, portée par une Léa Drucker magnifique. Magnifique. C'est vraiment une grande actrice aussi. Hein. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, de la caméra à l'épaule, on est souvent derrière elle, comme ça, on la suit sans temps mort. Ça rappelle un peu le film à plein temps. Vous voyez des films comme ça où il y a une espèce d'urgence. Et puis, absolument pas manichéen. Le chignon, alors c'est drôle. Là, je sens qu'on va me reparler de Vertigo. Le chignon de Léa. Mais là, c'est le chignon de Léa. Au départ, il est parfait, il est tout bien fait, etc. Donc, vous l'appelez Léa, vous Léa Drucker, le chignon de Léa. C'est joli. Et en fait, progressivement, au fur et à mesure que la situation commence à le chignon se détend. Et en fait, oui, voilà. Et donc là, en fait, chaque plan où on voit le chignon se défaire un peu, on se dit elle est en train de perdre. Et donc quand elle est filmée de dos, elle subit l'action. Quand elle est filmée de face, elle la provoque. Et tout ça, en termes de mise en scène, est très bien fait et prouve qu'effectivement, il y a une cinéaste derrière tout ça. C'est très fort. Et peut-être une dernière pépite que vous avez pu voir dans toutes La dernière pépite, Amroum. Remarquable film, Amroum, ça s'appelle. C'est un film de Fatih Akin qui raconte... c'est le nom du Nil au nord de l'Allemagne. Voilà. Et c'est vraiment la guerre vécue à hauteur d'enfant. La guerre, Deuxième Guerre mondiale. La fin de la guerre. La fin de la guerre, exactement. Et c'est un film plein d'humanité. Enfin, je pense qu'Éric en parlera aussi bien, voire mieux que moi. Non. Allez-y, on va voir si vous en parlez mieux. Que Fatih Akin avait découragé les meilleures volontés. Et là, non, il a fait des bonnes choses. Oh, il y a longtemps. Oui. Et là, c'est peut-être parce que c'est le film que voulait tourner son vieux professeur de cinéma qui n'avait plus la force. Il a dit, je vais m'en occuper. Et c'est une réussite totale, d'un classicisme absolu, mais d'une beauté rare et surtout, comme dit Olivier, à hauteur d'enfant. On voit ce qui se passait dans ce pays à la fin de la guerre quand le nazisme est en train de s'écrouler et ce que ça crée entre les habitants d'une petite communauté avec ce gamin
dont la mère refuse de se nourrir depuis la mort d'Adolf Hitler, qui veut seulement se nourrir de pain, de beurre et de miel. 3 denrées absolument introuvables. Et le gamin va passer tout le film à réussir à réunir ces 3 choses. Et c'est vraiment avec son costume de déjeuner hitlérienne. Sachant que le père est un dignitaire national-socialiste dont on n'a pas de nouvelles. Non, le film est vraiment superbe et inattendu. Mais pas en compétition. Mais voilà, et là, une fois encore, on se demandait pourquoi il n'avait pas été sélectionné. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des continents ou des régions du monde qui sont un peu moins représentées qu'avant? Il y a une période, il n'y a pas eu de surgissement comme l'Espagne à un moment donné, ou les Roumains. Là, c'était assez... Mais là, justement, ça explique aussi... Il n'y a pas beaucoup de Roumains, pas beaucoup d'Italiens, pas beaucoup d'Espagnols. Ah si, il y a eu... Espagnol, Sierra. Si, il est franco-espagnol. Martone. Oui, il y avait Martone, qui était pas mal, mais... Non. Oui, mais il y a des périodes où on avait du Sorrentino. Ils ne peuvent pas faire des films tous les ans. Il était là l'année dernière. C'est pas plus mal que ça change. Oui, et puis c'est bien un petit peu. Non, mais c'est aussi le problème du niveau moyen des films, c'est qu'il faut saupoudrer les nationalités. Et si jamais tous les bons films sont dans le même pays, on en élimine pour prendre des navets qui viennent d'Indonésie ou d'Afrique du Sud, j'en sais rien. Ou de France. Mais c'était quand même plutôt une bonne sélection. Non, mais ne le relancez pas. C'est la fin de l'émission. C'était le petit cadeau pour la fin. Clara? C'était quand même une bonne sélection, moi j'ai trouvé plutôt. Non. Ah bah si, parce qu'il y a... En fait, vous avez dit plus de bien que de mal ce soir, Eric, donc ça prouve que c'est une bonne sélection. Parce que je ne veux pas perdre de temps. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de films. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc dans l'eau, quand même, on peut trouver son bonheur. Mais non, mais dans la compétition officielle... Oui, mais il n'y a pas que la compétition. Non, il n'y a pas que la compétition. Ah non, il n'y a que la palme qui compte. D'ailleurs, on ne se souvient jamais des autres prix. C'est vrai, est-ce qu'on va se souvenir du prix du jury, du prix spécial? Oui, mais il y a souvent des petits films qui émergent des autres sélections qui sont tout aussi importantes. On a évoqué L'Un Dieu tout à l'heure. Sans Cannes, il n'aurait peut-être pas eu la vie qu'il a eu aujourd'hui, ou Le Royaume, effectivement. En fait, ce qu'on voit vraiment percer depuis 2 ou 3 ans, c'est les jeunes cinéastes français ou autres d'ailleurs, qui arrivent avec un talent incroyable et qui tout d'un coup... Et qui ne sortent pas de la Fémis en général. Ben oui, voilà, c'est ça qui est étonnant. Et c'est vrai que c'est normal. Est-ce qu'il y en a qui sortent de la Fémis? En tout cas, voilà, c'est le surgissement d'une jeune génération qui prend sa place progressivement, et on le voit, on l'a vu l'an dernier, on le voit encore. Je crois que pour la Caméra d'Or, il y avait 28 premiers films. Ce qui est énorme. C'est quasiment une trentaine de films à voir. Et un certain regard, notamment, il y en avait, je sais pas, 70%. Et c'était les premiers films, donc c'est ça qui est en tout cas enthousiasmant. Et on ne dit jamais de mal d'un premier film. Ou alors on n'en parle pas. Ah non. Vous avez jamais dit de mal d'un premier film? Je crois pas. Et d'un premier livre non plus? Vous voulez que je le fasse? Une prochaine fois. Merci beaucoup à tous les 4, Marie Huttert, Éric Neuhoff, Clara Géliot, Olivier Delcroix. La semaine prochaine, on sera ici avec un acteur, mais plutôt un acteur de théâtre, Maxime Daboville, pour une émission consacrée à l'histoire, puisqu'il reprend ses leçons sur l'histoire de France au Théâtre de Poche. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.